Les données sur l'inflation viennent de tomber et de nombreux experts disent qu'elles sont brûlantes. Plus chaudes que prévu, les données sur l'inflation du département du travail ont montré que les États-Unis, les prix ont augmenté le plus en près d'un an et demi. Cela soulève donc la question, l'inflation est-elle de retour? Allons-nous voir une réaccélération des prix à la consommation comme nous l'avons vu en 2021 et 2022? Et, au fait, non. Tarif. Cela va aggraver encore. Plus l'inflation des prix à la consommation. Je vais vous révéler les réponses en 3 étapes simples et rapides. Première étape, examinons ce rapport sur l'IPC brûlant qui vient de sortir. Et au fait, l'IPP, l'indice des prix à la production, a également dépassé les attentes. Mais regardons ce graphique. Nous commençons en 2025, nous remontons jusqu'en 2020. À gauche, nous allons de 0% à 10% sur l'IPC de base. Et maintenant, il exclut les éléments volatiles. Ils ne peuvent jamais dire qu'il exclut la nourriture et l'énergie. Ils doivent toujours dire il exclut la nourriture et l'énergie volatile. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme un script qu'ils utilisent tous. Mais de toute façon, pour y revenir, cette ligne rouge indique l'IPC. La ligne bleue est le noyau. Donc, pour la plupart, elles évoluent en quelque sorte de concert, mais l'IPC monte à un degré plus élevé et descend ensuite à un degré plus élevé. Je suppose que c'est pour cela qu'il est volatile. Alors, pourquoi ne pas commencer par l'IPC? Parce que c'est ce sur quoi tout le monde se concentre. Avant 2020, nous étions autour de 2%, puis nous avons la maladie cervasienne. Comme vous pouvez l'imaginer, elle chute probablement presque à zéro. Et puis, nous montons directement jusqu'à un point où cela culmine à environ 9,1%. Si ma mémoire est bonne, à l'été 2020, 22, et puis ça redescend directement. Maintenant, cela ne signifie pas que les prix baissaient. Je sais que cela devient confus pour beaucoup de gens. Cela signifie simplement que le taux de changement diminuait. Donc ici, les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent simplement à disons 3%, si vous croyez à l'IPC au lieu de 9,1%. Donc, nous appelons cela désinflation, pas déflation, car cela impliquerait que les prix baissent. Mais la désinflation, c'est lorsque les prix augmentent dans une moindre mesure. 2023. Puis nous nous stabilisons un peu ici. Et ensuite, nous descendons à 2,4% et la Fed commence à baisser les taux, curieusement. Et puis, nous revenons directement à 3% d'une année sur l'autre, ce qui est encore bas compte tenu des 9,1%. Mais encore une fois, cela soulève la question, est-ce le début d'une nouvelle accélération des prix à la consommation revenant à 9, 10, 11, 12%? Beaucoup de gens disent que cela ressemble exactement à la décennie 1970. Lorsque nous avons eu cette grande vague d'inflation au début, puis elle diminue et ensuite elle remonte jusqu'à ce que Volcker doive briser le dos de l'inflation en augmentant le taux des fonds fédéraux. À combien était-ce? 18, 19, presque 20%. Mais l'élément clé ici, c'est pourquoi j'ai mis clé juste ici. Pour moi, ce n'est pas nécessairement le chiffre d'une année sur l'autre. Comme nous l'avons dit, 3%, c'est vraiment le mois sur mois. Les attentes du marché étaient de 0,3%. Il y a encore une augmentation significative, mais nous avons vu une augmentation de 0,5%. C'est pourquoi tous ces experts appellent ce rapport sur l'IPC brûlant. Alors, quelle aurait été la réponse du marché? Comme vous pouvez l'imaginer, le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé en flèche. Il a augmenté à un moment de la journée de 11, 12 points de base. Ils sont redescendus à peut-être 8 ou 9 points de base. Mais je veux souligner que depuis que la Fed a commencé à baisser les taux et depuis que nous avons vu l'IPC passer de 2,4 à 3%, pendant cette période, environ, le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de presque 100 points de base. Je pense que nous avons commencé autour de 3,7 ou 3,8. Il est monté jusqu'à 4,8. Puis il est redescendu à peut-être 4,5. Mais ensuite, il a grimpé à nouveau au-dessus de 4,6% lorsque nous avons eu ce rapport sur l'IPC.
qui était bien plus élevé que les attentes du marché. Voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, plus important encore, nous devons aborder ce qui est susceptible de se produire à l'avenir. Et puis, à la fin de cette vidéo, nous allons discuter si les tarifs aggraveront le problème ou peut-être qu'ils feront baisser l'inflation. Qui sait? Vous devez attendre la fin de cette vidéo pour le découvrir. Étape numéro 2. Maintenant, examinons les probabilités que l'inflation s'aggrave considérablement tout au long de 2025. Pour commencer, je veux regarder un graphique de, 2007. En 2008, je pense que vous allez trouver cela fascinant. La plupart d'entre vous savent en regardant mes vidéos que la Fed a commencé le dernier cycle de baisse des taux, à l'exception de la maladie Servatius, en septembre 2007, le 18 septembre, curieusement, et le taux des fonds fédéraux, lorsqu'ils ont commencé à baisser, était, curieusement, de 5,25%. Et bien sûr, j'espère que vous comprenez la blague, c'est exactement le même point de départ et la même date que nous avons eu cette fois-ci. Mais à l'époque, l'IPC était assez différent lorsque la Fed a commencé à baisser les taux. Il était d'environ 3,5%. Maintenant, alors que la Fed baissait les taux, que pensez-vous qu'il s'est passé avec l'IPC? Et gardez à l'esprit que c'est juste au moment où nous entrons dans la plus grande crise financière depuis la Grande Dépression. Aux États-Unis, donc vous supposeriez que l'IPC aurait baissé. Je veux dire, tout le monde sait qu'en 2009, il est effectivement devenu négatif pendant un trimestre, mais cela serait très contre-intuitif. Regardez ce graphique et vous verrez la ligne rouge monter jusqu'au point. Au milieu de 2008, disons, en juin, juillet, l'IPC était passé de 3,5%. Donc, là, jusqu'à 5,6, une augmentation de plus, il y a de 2%. Alors que nous étions dans une récession désinflationniste, voire déflationniste, la pire depuis la Grande Dépression. Mais pendant cette période, encore une fois, l'IPC a augmenté de 2%. Donc, je ne dis pas qu'en ce moment, 2025 sera comme 2008. Mais ce que je dis, en restant sur le sujet de cette vidéo, c'est que juste parce que nous avons vu l'IPC passer de 2,4 à 3%, cela ne signifie pas nécessairement que nous sommes dans la prochaine vague d'une réaccélération des prix à la consommation, similaire à ce que nous avons vu dans les années 1970. Et au fait, vous pouvez voir, en regardant ce graphique, ce qui s'est passé une fois que l'IPC a atteint 5,6. Il est descendu directement à moins 2, comme nous l'avons dit plus tôt, en d'autres termes, 2% de déflation en 2009 pendant un trimestre. Maintenant, beaucoup de gens feraient un excellent point et ils répliqueraient en disant « Georges, eh bien, ce que tu manques, c'est toute cette impression monétaire que nous avons eue, je veux dire, en 2020, 21, 22, comme si la planche à billets tournait à plein régime. » Nous nous souvenons tous de ce gif avec Jérôme Powell quand il était comme ça et tout l'argent se répandait partout. Et évidemment, nous n'avions pas cela avant la crise financière mondiale. Donc, vous comparez simplement des pommes et des oranges. Vous ne pouvez pas dire que, eh bien, parce que cela s'est passé de cette façon en 2008, cela pourrait se passer de cette façon en 2025 en ce qui concerne l'inflation des prix à la consommation. Parce que vous laissez de côté l'éléphant dans la pièce, ce grand facteur X qui est la croissance de la masse monétaire. Elle était presque sans précédent pendant la maladie de Servatius. D'accord. Eh bien, c'est une excellente réponse, mais revenons dans l'histoire et regardons les faits. Commençons donc par examiner les quelques années précédant la crise financière mondiale pour voir ce qui s'est passé avec M2, la masse monétaire, et ensuite nous pourrons comparer cela à ce qui s'est passé, ces niveaux sans précédent d'impression monétaire que nous avons vus depuis 2020. Nous utiliserons exactement la même période en regardant ce graphique.
nous allons d'environ juin 2003 à avril 2008 et la masse monétaire M2 a augmenté de 30%. 30%. D'accord. Donc, vous vous attendriez à ce que si vous regardez de 2020 à 2025, vous verriez peut-être une augmentation de 130%, peut-être 200%. Je veux dire, encore une fois, l'imprimante à billets fonctionnait à plein régime, mais en réalité, nous avons vu une augmentation de 38%. En fin de compte, à mon avis, ce n'est pas suffisant pour faire une différence significative entre ce que nous avons vu avant la crise financière mondiale et ce que nous avons vu depuis. La maladie de Servatius jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous avons établi, c'est que la montée de l'IPC de 2,4% à 3% n'est pas nécessairement sans précédent. Et nous avons vu cela se produire où nous avons eu de la désinflation ou même une déflation, après avoir vu cet IPC augmenter de manière beaucoup plus significative. Rappelez-vous, nous n'avons vu qu'une augmentation de 60 points de base. En le 2008, nous l'avons vu augmenter de 200 points de base avant que nous ayons finalement de la désinflation et de la déflation. Maintenant, je veux être clair, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Donc, ce que nous essayons de faire en ce moment, c'est d'examiner toutes les variables, toutes les données, tous les faits, puis faire une analyse approfondie pour déterminer quelles sont les probabilités que nous voyons une réaccélération des prix à la consommation, comme nous l'avons vu dans les années 1970. Et sur ce point, je veux vous poser à tous la question: pourquoi avons-nous eu une inflation des prix à la consommation si élevée pendant 2021 et 2022-2023? C'est à cause de deux choses. La première est que nous avions les chèques STMI qui étaient distribués, ce qui a augmenté la vélocité. Nous avons effectivement eu pour résultat une augmentation spectaculaire de la masse monétaire M2 et les gouvernements ont détruit les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils ont enfermé tout le monde dans une cage, pour l'amour du ciel, pendant 2 ans. Eh bien, cela signifie moins de biens et de services alors que vous augmentez la demande globale avec des personnes qui ont une plus grande propension à dépenser. Par conséquent, cette vélocité augmente, bien sûr. Vous allez voir l'inflation des prix à la consommation augmenter. Mais pour obtenir une réaccélération, il faudrait revoir ce scénario. Et comme vous pouvez le constater en regardant un graphique de la masse monétaire M2, nous sommes en fait en baisse au cours des 2 dernières années. Nous n'avons rien vu de comparable à ce qui a initialement créé l'inflation des prix à la consommation et, si jamais touchons du bois avec ces tarifs, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont beaucoup améliorées. Donc, je ne vois aucune preuve d'une répétition de ce qui a causé l'importante inflation des prix à la consommation au départ. Et c'est une excellente nouvelle. Étape numéro 3. Donc, mon scénario de base est que nous ne verrons pas une réaccélération des prix à la consommation, comme nous l'avons vu dans les années 1970, où nous passons de l'IPC à 3%, 3%, 5%, 7%, 9%, 12%. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas de certitude. Il n'y a que des probabilités. Donc, c'est ma meilleure estimation. Mais à la fin de la journée, personne ne sait vraiment. Alors maintenant, abordons la question des tarifs Trump. Cela fournira-t-il un vent favorable au prix à la consommation? Eh bien, nous commençons par regarder un graphique du DXY. C'est le dollar contre le panier d'autres devises. Nous l'utiliserons comme un indicateur pour à peu près toutes les autres devises fiduciaires. La date d'aujourd'hui remontant à août 2024, nous passons de 95 à 110 et vous pouvez voir que nous stagnons un peu. Descendons légèrement, mais c'est toujours au-dessus de 100. Et puis nous montons jusqu'à environ 110. Nous sommes redescendus plus récemment à environ 108 ou 107. Alors pourquoi le dollar est-il si important quand nous essayons de comprendre ce que le citoyen moyen va devoir payer pour des articles chez Walmart ou Home Depot? Cible si Donald Trump met en place ces tarifs douaniers. Eh bien, laissez-moi expliquer.
Ce type n'est pas le citoyen moyen. Non, 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 non. Mais il est le cousin chinois du citoyen moyen, c'est exact. Le fabricant chinois préféré de tout le monde, le citoyen moyen. Et il a ici son chapeau chinois vraiment cool. Et bien sûr, il a son Fu Manchu. Et il crée des gadgets qu'il vend et exporte vers les États-Unis. Il les vend à son cousin. Le citoyen moyen qui les achète chez Walmart, Home Depot et Target, supposons un instant que le yuan, qui est la monnaie chinoise, soit exactement le même que le dollar. Ce n'est pas le cas, mais nous utilisons cela pour l'exemple. Donc, un yuan équivaut à 1 dollar. J'ai compris? Mais le coût choisi pour son gadget est de 75 yuan. Donc, il veut gagner 25 yuan par vente. Donc, il facture 100 dollars. Pour son gadget chez Walmart, Home Depot et Target. Et encore une fois, il veut cette marge de 25%. C'est vraiment ce qu'il recherche. Donc, il ne se soucie pas vraiment de recevoir 100 dollars. Ce qui l'intéresse vraiment, et c'est la clé, c'est qu'il obtienne 100 yuan. Alors, Donald Trump arrive et dit, d'accord, nous allons mettre un tarif de 100% sur tout ce qui vient de Chine. D'accord, très bien. Supposons donc un instant que le dollar passe de 1 yuan à 2 yuan. Il a pris de la valeur, comme nous pouvons le voir sur ce graphique. Ce que cela permet au CHO moyen de faire, c'est en fait de baisser le prix en dollars de son gadget, disons à 50 dollars, parce qu'ensuite, lorsque vous ajoutez le tarif de 100% de Trump, il se vend toujours chez Walmart, Home Depot et Target au prix original de 100 dollars pour le consommateur moyen. Mais vous voyez ce qui s'est passé, c'est que maintenant, Shaw va prendre ces 50 dollars et les échanger en yuans. Et parce que le dollar a pris de la valeur, selon ces chiffres dans l'exemple, il va toujours obtenir ces 100 unités de monnaie locale dont il a besoin pour avoir cette marge bénéficiaire de 25 yuan. Donc, si le dollar continue de se renforcer, et c'est un grand si, alors cela pourrait compenser les tarifs. Donc, les produits que vous achetez et qui sont importés du pays XYZ, soumis à des tarifs, n'augmentent pas en prix en dollars. Maintenant, supposons un instant que le dollar ne continue pas à s'apprécier, supposons qu'il baisse ou qu'il reste simplement le même. Eh bien, je ne pense toujours pas que les tarifs augmenteraient le coût d'un panier global de biens aux États-Unis. Voici pourquoi. Cela augmenterait-il le prix des produits qui arrivent pour le consommateur moyen chez Walmart, Home Depot, Target? Absolument, ce serait le cas. Mais le salaire du consommateur moyen n'augmentera probablement pas au même rythme. Par conséquent, il va se retrouver face à un choix. S'il alloue plus d'argent à l'achat du produit moyen, alors ce qui va se passer, c'est qu'il aura moins d'argent à dépenser pour d'autres choses. Donc, vous avez ce phénomène de déshabiller Pierre pour habiller Paul, dont je parle toujours, où l'activité économique diminue en réalité. Donc oui, il est vrai que les prix augmenteraient d'ici, mais ils baisseraient probablement là-bas. Ainsi, lorsque vous regardez l'ensemble du panier de biens, les prix n'augmentent pas autant que le tarif réel. Passons maintenant à cette nouvelle de dernière minute dont j'ai parlé plus tôt. Le taux des bons du Trésor à 10 ans, comme nous l'avons dit à l'étape numéro 1, a fortement augmenté, 10 après ce rapport sur l'IPC très élevé. Mais aujourd'hui, juste, un jour plus tard, j'ai remarqué, en enregistrant cette vidéo, que le rendement des bons du Trésor à 10 ans est redescendu à son niveau d'avant. Le rapport, donc le rendement des bons du Trésor à 10 ans, semble être en accord avec ce que je disais à l'étape numéro 2, que mon scénario de base n'est pas que nous passons de 3%
d'inflation des prix à la consommation, telle que mesurée par l'IPC, directement à 10, 12, peu importe ce que nous avons vu dans les 2 années 1970. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que beaucoup d'experts disent que la Fed est trop laxiste. Alors, ils disent que les conditions monétaires sont trop souples, c'est pourquoi l'inflation augmente, mais cela n'a pas vraiment beaucoup de sens pour moi. Parce que, comme nous l'avons dit, à l'étape numéro 1, le bond du Trésor à 10 ans, au cours des, disons, 4 ou 5 derniers mois, a augmenté de 100 points de base. Et c'est le taux d'intérêt le plus important dans l'économie réelle. Ce n'est pas nécessairement le taux des fonds fédéraux. Donc, mon point est que nous n'avons pas vraiment eu de conditions monétaires assouplies. Les conditions monétaires se sont, en fait, resserrées, tandis que la Fed a baissé de 100 points de base. Donc, la principale conclusion est que nous avons vu l'IPC passer de 2,4 de manière inattendue, directement à 3%, mais je ne pense pas que cela signifie que nous sommes de retour dans les années 1970. Et en ce qui concerne les tarifs, bien que cela puisse augmenter les prix ici, je ne pense pas que cela augmente les prix de l'ensemble du panier de bien. Et si le dollar continue de monter, cela pourrait compenser les tarifs que Trump met en place. Pour plus de contenu qui vous aidera à construire votre richesse et à prospérer dans un monde de banques centrales incontrôlées et de grands gouvernements, consultez cette playlist juste ici. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.